Voici la Suède. C'est un pays réputé pour être relativement paisible, neutre et presque invisible dans les conflits mondiaux. Mais malgré cette image, la Suède maintient une défense conçue pour survivre à une guerre contre une superpuissance. Elle dispose de sous-marins avancés, de chasseurs conçus localement et d'une industrie de défense capable de s'approvisionner elle-même indéfiniment. Et pourtant, la Suède n'a en réalité pas combattu dans une guerre depuis 1814, maintenant sans doute la plus longue période ininterrompue de paix au monde. Alors comment ont-ils fait? Comment la Suède est-elle devenue aussi puissante militairement tout en évitant les guerres pendant plus de 2 siècles sur un continent au conflit incessant? Eh bien, pour comprendre cela, nous devons remonter à l'époque où la Suède était une véritable superpuissance européenne. Voici l'Empire suédois à son apogée en 1658. Ayant remporté la guerre de 30 ans qui s'était terminée une décennie plus tôt, il contrôlait de vastes régions d'Europe ainsi que les 2 rives de la mer Baltique, qui était à ce moment-là pratiquement un lac suédois. Mais les empires ne durent pas éternellement, et tout s'est effondré lorsque les Suédois ont perdu leur territoire en 1721 à la suite de la Grande Guerre du Nord, où une coalition menée par la Russie a mis fin à leur suprématie. La Suède a tout de même conservé la Finlande, mais cela non plus n'a pas duré, ce qui a finalement été le coup de grâce. En 1808, la Russie sous le tsar Alexandre Ier a envahi la Finlande, qui faisait partie de la Suède depuis plus de 600 ans, marquant le début de la guerre de Finlande. Ayant perdu la guerre un an plus tard, la Suède a été forcée de signer le traité de Fredrikshamn en 1809, cédant la Finlande et quelques autres territoires qui retrouvent à la Russie. On peut dire que le peuple suédois a été traumatisé après tout cela. La défaite a été si humiliante que le roi Gustav IV Adolphe a été renversé lors d'un coup d'État militaire et exilé. Le message était clair. L'ancienne façon de faire était terminée. La Suède a donc eu un nouveau prince héritier, Jean-Baptiste Bernadotte, un ancien général sous Napoléon. En 1812, Bernadotte a conclu un accord avec la Russie. La Suède accepterait la perte définitive de la Finlande, et en échange, la Russie acceptait de soutenir la Suède pour l'acquisition de la Norvège auprès du Danemark. 2 ans plus tard, en 1814, la Suède mena une brève campagne pour prendre la Norvège, et ce fut la dernière fois que la Suède entra en guerre. Une fois la Norvège acquise pacifiquement, Bernadotte regarda la carte et prit une décision froide et calculée. La Suède était entourée de grandes puissances. À l'est se trouvait la Russie, qui venait de prouver qu'elle pouvait les détruire. Au sud, l'Allemagne était lentement mais sûrement en train de devenir une puissance unifiée, et la Grande-Bretagne dominait les mers. La Suède avait aussi une population relativement faible comparée à tous ses voisins, donc le calcul était simple. Si nous ne pouvons pas les battre dans des guerres de conquête, assurons-nous qu'ils ne veuillent pas non plus nous affronter. La neutralité n'était pas un idéalisme naïf, mais une question de survie. Cette stratégie n'a pas été testée pendant un certain temps. Au cours du 19e siècle, l'Europe a connu des conflits, mais la Suède y est restée à l'écart. Ils ont renforcé leur marine, élargi la conscription et privilégié l'industrialisation à la construction d'un empire. La véritable épreuve survient en 1914, au début de la Première Guerre mondiale. Lorsque la guerre a éclaté, la Suède a déclaré sa neutralité le 2 août 1914, 2 jours avant que l'Allemagne n'envahisse la Belgique. Mais la neutralité ne signifiait pas qu'ils étaient à frein. La marine a été immédiatement mobilisée, les forteresses côtières placées en alerte et les réservistes appelés pour surveiller les ponts et les voies ferrées dans tout le pays. Bien qu'il y ait eu des discussions sur la possibilité que la Suède rejoigne le camp allemand, cela ne s'est jamais produit. Et la principale raison était en fait économique, pas morale. L'industrie métallurgique suédoise, qui était l'épine dorsale de l'économie, dépendait du charbon importé, et la Grande-Bretagne en fournissait la majorité. Même si l'establishment suédois penchait pour l'Allemagne contre la Russie, il ne pouvait pas se permettre de combattre la Grande-Bretagne. La Suède a tenté de commercer avec les 2 camps, irritant ainsi les 2 parties. La Grande-Bretagne a alors imposé un blocus qui a étouffé son commerce. Et en 1916, il y avait de graves pénuries alimentaires. 1 an après, la situation s'est tellement dégradée que des marches de la faim et des émeutes alimentaires ont éclaté partout dans le pays. Le gouvernement conservateur est tombé et la Suède a dû adopter une position plus diplomatique avec les Alliés pour assurer son approvisionnement alimentaire. La Première Guerre mondiale a été difficile pour la Suède, qui est restée neutre, mais cela lui a coûté cher sur le plan économique et a failli déchirer sa vie politique intérieure. La leçon était cependant claire. La neutralité fonctionne, mais seulement si vous êtes assez fort et assez intelligent pour que les 2 camps croient bien qu'il ne vaut pas la peine de vous entraîner dans le conflit. Maintenant, c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Après la Première Guerre mondiale, la Russie et l'Allemagne, les 2 puissances que la Suède craignait le plus, étaient parmi les nations vaincues et affaiblies. La Suède s'est ainsi retrouvée dans une position très sûre. Ils ont fortement réduit les dépenses militaires,
donnant le sentiment que l'époque des guerres entre grandes puissances était révolue. Du moins jusqu'aux années 30, lorsque la Suède a vu l'Allemagne commencer à se réarmer, elle a finalement choisi de faire de même. Les dépenses militaires sont passées de 37 millions de dollars en 1936 à 50 millions de dollars en 1937, à 59 millions en 1938, puis à 332 millions en 1939. Après les accords de Munich, l'agressivité de l'Allemagne est apparue clairement. Quand la Seconde Guerre mondiale a débuté avec l'invasion de la Pologne, la Suède a aussitôt proclamé sa neutralité, comme de nombreux autres pays. La Belgique, les Pays-Bas, le Danemark, la Norvège, la Finlande, les États baltes. Au total, 20 nations européennes ont déclaré leur neutralité au début de la guerre. Mais cela n'a rien changé. Un d'un, presque tous ont été envahis ou occupés. Parmi tous les pays nordiques, la Suède a été la seule à rester intacte. Et ce n'est pas parce qu'ils ont été ignorés. La Suède était prise en étau entre l'Allemagne d'un côté et l'Union soviétique de l'autre. Sa survie exigeait de marcher sur une corde raide entre ces deux puissances. Alors comment ont-ils réussi ? Eh bien, c'était une combinaison de plusieurs facteurs. La géographie a d'abord aidé. La Suède ne contrôlait aucun point stratégique essentiel à l'Allemagne. Contrairement au Danemark situé sur les détroits vers la Baltique, ou à la Norvège dont les ports étaient essentiels pour expédier le minerai de fer l'hiver. Le terrain de la Suède, très boisé avec de longues côtes et des accès difficiles, rendait également une invasion extrêmement coûteuse. Mais deuxièmement, et plus important encore, la Suède s'est rendue utile. L'Allemagne avait besoin du minerai de fer suédois pour sa machine de guerre. La Suède était l'un des plus grands exportateurs mondiaux de minerai de fer à haute teneur, et les Allemands savaient qu'une invasion perturberait ces exportations pendant longtemps. L'Allemagne bénéficiait davantage d'une Suède neutre et commerçante que d'occuper un pays résistant. Les concessions furent encore plus importantes. En 1940, après que l'Allemagne a occupé le Danemark et la Norvège, la Suède a été contrainte d'autoriser le transit de troupes allemandes à travers son territoire vers la Norvège, ce qu'on a appelé le permittant trafic. Bien sûr, cela a eu un coût moral, mais c'était pour leur survie. Pour être juste, à la même époque, la Suède aidait aussi discrètement l'autre camp. Il transmettait des renseignements militaires aux Alliés et accueillait des dizaines de milliers de réfugiés de Norvège et du Danemark. Il formait aussi en secret des troupes de police norvégiennes et danoises en Suède. Dès 1943, la Suède, voyant la guerre tourner contre l'Allemagne, a annulé les accords de transit et autorisé discrètement les Alliés à utiliser ses bases aériennes. Le renforcement militaire était stupéfiant. Vous vous rappelez du budget de la défense de 322 millions de dollars en 1939. En 1942, il a atteint un sommet de 527 millions. La Suède a enrôlé environ 600 000 conscrits au cours de la guerre, avec jusqu'à 300 000 servant simultanément au plus haut niveau de préparation. Ils sont passés de 13 chars en 1939, dont seulement 3 étaient considérés comme modernes, à plus de 800 en 1945. L'armée de l'air est passée de quelques escadrons à plus de 800 avions prêts au combat à la fin de la guerre, organisés en 15 divisions de chasse. La stratégie était claire. Rester hors de la guerre, être utile économiquement aux deux camps si possible, mais renforcer assez la puissance militaire pour qu'une invasion ne vaille pas la peine. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Suède devait faire un choix. L'OTAN a été créée en 1949 et ses voisins, la Norvège et le Danemark, y ont tous deux adhéré. L'establishment militaire suédois voulait en fait aussi rejoindre l'Alliance. Faire partie de l'Alliance occidentale avait un sens stratégique évident. Mais les dirigeants politiques ont dit non, et la raison était la Finlande. La Finlande était située entre la Suède et l'Union soviétique. En 1948, les Soviétiques ont forcé la Finlande à signer le traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle, faisant essentiellement de la Finlande un État tampon qui ne pouvait pas rejoindre les alliances occidentales, avec une politique étrangère étroitement contrôlée par Moscou. Cet équilibre précaire entre les deux est devenu connu sous le nom de finlandisation. Les dirigeants suédois, en particulier le ministre des Affaires étrangères, Östen Undén, ont estimé que si la Suède rejoignait l'OTAN, les Soviétiques pourraient réagir en resserrant leur emprise sur la Finlande. Ou pire, en l'envahissant carrément. L'ancien ministre Carl Bildt a confirmé plus tard cette logique. La Suède est restée neutre précisément pour protéger la Finlande. Mais derrière des portes closes, c'était différent. En 1954, la Suède a débuté une coopération secrète de renseignement électromagnétique avec les États-Unis et le Royaume-Uni, devenant un partenaire tiers clé durant la guerre froide. Ce traité n'a été révélé au public qu'en 2013. Ils ont acheté des armes aux États-Unis, ont permis à l'OTAN d'utiliser l'espace aérien suédois et ont développé leur armée selon les normes de l'OTAN. Leur armée était surtout prévue pour lutter contre les Soviétiques, non pour rester neutre. Et puis il y a eu le programme d'armes nucléaires.
À partir de 1946, immédiatement après Hiroshima et Nagasaki, la Suède a lancé un programme clandestin d'armes nucléaires. À son apogée, près de 300 scientifiques travaillaient à plein temps à l'Institut suédois de recherche pour la défense nationale. Le plan était de produire 100 ogives nucléaires tactiques en 10 ans. La Suède a failli devenir la 4e nation à posséder l'arme nucléaire. Selon certains, il ne manquait qu'un vote parlementaire pour en autoriser le déploiement. Finalement, le programme a été abandonné à la fin des années 1960. Non pas pour des raisons morales, mais parce qu'il ne pouvait pas se permettre à la fois des armes nucléaires et le nouveau chasseur Saab 37 Viggen. Ils ont choisi le chasseur. Ce chasseur était important car pendant la guerre froide, la Suède a bâti l'une des forces aériennes les plus redoutables au monde. En 1957, la Suède possédait la 4e plus grande force aérienne du monde. Environ 1000 avions de combat modernes répartis sur 30 bases pour un pays d'environ 7,3 millions d'habitants. Ils concevaient et fabriquaient leurs propres chasseurs. Le Saab 29, Tunin le Saab, 32, Lansen le Saab, 35, Draken et plus tard le Viggen étaient spécialement conçus pour contrer les menaces soviétiques dans la Baltique. En plus de tout cela, la Suède pouvait mobiliser entre 600 000 et 800 000 hommes pendant la guerre froide grâce à son système de conscription de masse. Ils dépensaient plus de 4% de leur PIB pour la défense dans les années 1950. Ils étaient et sont toujours autosuffisants pour la plupart de leur équipement militaire. Chasseurs, canons, sous-marins, tous produits localement par des entreprises comme Saab. Et bien Bofors avant qu'elle ne soit rachetée. L'idée principale que la Suède avait avec sa politique de neutralité était de ne pas être trop dépendante d'autres pays afin de pouvoir maintenir sa neutralité de manière crédible en temps de guerre. Pour être prise au sérieux en tant que nation neutre coincée entre les blocs occidental et oriental, il fallait, selon la vision suédoise, produire et fournir soi-même son équipement militaire. En cas de guerre entre superpuissances, il voulait pouvoir assurer une défense solide pour dissuader ces puissances de traverser la Suède, comme l'Allemagne l'avait fait. Tout le pays était essentiellement conçu pour la défense totale. Et je veux dire, ils ont littéralement un concept appelé défense totale. Les autoroutes servaient aussi de pistes d'atterrissage d'urgence, et l'infrastructure militaire était installée dans des abris souterrains creusés dans la roche. Et chaque nouveau grand bâtiment devait, selon la loi, inclure un abri anti-atomique. La Suède a construit environ 64 000 abris de défense civile répartis à travers le pays, pouvant accueillir environ 7 millions de personnes, soit environ 65% de la population. Ces abris doivent être prêts à être utilisés dans les 48 heures si le gouvernement déclare un état d'alerte renforcé. Mais il ne s'agit pas seulement des infrastructures. Toute la société a été organisée pour la guerre. Toute personne âgée de 16 à 70 ans a ce qu'on appelle une obligation de défense totale, ce qui signifie qu'en temps de guerre, on s'attend à ce que vous contribuiez d'une manière ou d'une autre, que ce soit par le service militaire, le service civil, ou simplement en continuant votre travail pour que la société continue de fonctionner. Et à partir de 1943, le gouvernement a commencé à envoyer une brochure intitulée « Si la guerre survient » à chaque foyer en Suède, indiquant exactement aux gens quoi faire si le pays était attaqué. Cette brochure a été mise à jour et redistribuée tout au long de la guerre froide. Puis à nouveau en 2018 et 2024 sous le nouveau titre « En cas de crise ou de guerre », envoyée à 5 millions de foyers. La dernière ligne indique « Si la Suède est attaquée, nous ne nous rendrons jamais ». Toute information prétendant que la résistance doit cesser est fausse. Après la chute de l'Union soviétique, de nombreux pays occidentaux, dont la Suède, ont cru que toutes les menaces avaient disparu. Ils ont abandonné leur politique officielle de neutralité militaire, même si le pays a continué à se comporter comme un pays neutre. Il a rejoint l'Union européenne en 1995, mais a refusé d'adhérer à l'OTAN. Ses forces armées ont été démantelées de manière systématique, et la conscription a été complètement suspendue en 2010. La Suède s'est tournée vers des opérations de maintien de la paix à l'étranger, envoyant des troupes en Bosnie, au Kosovo et en Afghanistan dans le cadre de missions internationales. Mais la capacité de défendre le territoire suédois avait disparu. Lorsque la Russie a annexé la Crimée en 2014, les dépenses militaires ont recommencé à augmenter. Et la Suède a de nouveau réintroduit la conscription en 2017. Mais le véritable séisme a eu lieu le 24 février 2022, lorsque la Russie a lancé son invasion à grande échelle de l'Ukraine. En quelques semaines, l'opinion publique suédoise sur l'adhésion à l'OTAN, qui était peu enthousiaste depuis des décennies, a complètement changé. Pour la première fois, davantage de Suédois soutenaient l'adhésion à l'OTAN qu'ils ne s'y opposaient. Le 16 mai 2022, le gouvernement suédois a annoncé qu'il allait demander l'adhésion, mettant fin à plus de 200 ans de non-alignement militaire. Après un long processus de ratification, principalement bloqué par la Turquie et la Hongrie, la Suède est officiellement devenue le 32e membre de l'OTAN en 2024,
et elle n'a pas adhéré discrètement. Depuis son adhésion, la Suède est devenue l'un des pays qui contribue le plus activement à la défense européenne. Leur budget militaire a doublé depuis 2021. En 2024, les dépenses de défense ont atteint 2,2% du PIB, dépassant déjà l'objectif de 2% fixé par l'OTAN. En 2025, elles sont passées à 2,4%. La même année, le Premier ministre Ulf Christensen a annoncé 30 milliards de dollars supplémentaires de dépenses de défense au cours de la prochaine décennie, visant 3,5% du PIB d'ici 2030. Peut-être que le plus frappant reste le soutien de la Suède à l'Ukraine. Depuis l'invasion russe à grande échelle, la Suède a contribué à hauteur d'environ 8,2 milliards d'euros rien qu'en aide militaire. Par habitant, la Suède est l'un des plus grands soutiens militaires de l'Ukraine dans le monde. Pendant plus de 2 siècles, la Suède a survécu en restant à l'écart des guerres des autres, tout en se préparant discrètement à la sienne. La neutralité n'était pas une question de paix, c'était une question de contrôle. Contrôle sur le moment, l'endroit et la possibilité que la Suède ait un jour à se battre. Mais l'invasion de l'Ukraine a brisé l'idée que des limites régissaient encore l'Europe. Elle a prouvé que la force militaire ne suffisait pas si elle était isolée. Alors la Suède a fait ce qu'elle a toujours su faire de mieux, s'adapter. C'est toujours un pays militairement très fort compte tenu de sa population. Mais les choses ont changé. Merci d'avoir regardé.